Alors maintenant, je m'entretiens avec l'auteur du livre Le boomerang du temps, Monsieur Michel Labbé. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à Jonction Rive-Sud. Merci. C'est ça ici, pas mal de choses. Alors, le livre Le boomerang du temps est en quelque sorte un voyage dans le temps que vous nous faites faire, c'est bien ça? C'est exact. En réalité, c'est la première forme crédible d'un récit de voyage dans le temps, à bord d'un véhicule modifié, évidemment. OK. Tous les auteurs à date, comme H.G. Wells, exemple, de La machine à explorer dans le temps, c'est sûr qu'à son époque, il a fait ce qu'il a voulu faire à son époque avec ce qu'il connaissait, ce qu'il savait. Oui. Mais je trouvais que la théorie du trou de verre qui existe vraiment pouvait apporter un côté crédible au voyage dans le temps, tout en étant dans la science-fiction, dans la fantaisie. Okay. Alors moi, j'ai apporté, si vous voulez, une forme crédible à la fiction du voyage dans le temps, qui demeure toujours de la fiction et de la fantaisie, mais je voulais pas que ça apparaisse comme un conte de fées pouf magique. Okay, okay. Alors, c'est fascinant, le récit est fascinant, drôle, amusant, avec des personnages attachants, pas compliqué non plus, c'est pas une étude d'astrophysique, là. Seulement, c'était pour apporter un côté crédible à l'histoire. Donc, c'est de la science-fiction, un roman de science-fiction, mais basé sur la théorie des trous de verre qui existe vraiment. C'est quoi cette théorie des trous de verre? Ben, en fait, en gros, là, c'est qu'il existerait des trous, et puis... Dans l'univers? Oui, dans l'univers. Disons qu'il y a des théoriciens, là, des astrophysiciens qui se sont penchés là-dessus, puis s'il y avait une possibilité de voyager dans le temps, bien, ça serait par là qu'on voyagerait dans le temps. Et puis, évidemment, il y a des petites choses, des fois, qui se passent, puis qu'on ne comprend pas. Exemple, quand la navette spatiale revient, on a appris, à un moment donné, qu'il fallait absolument qu'elle rentre par un corridor. Puis si elle ne rentre pas par ce corridor-là, bien, la navette va exploser, puis va arriver. Fait que c'est étrange. Ça veut dire qu'on soit obligé de rentrer maintenant par un corridor, puis des choses comme ça. Donc, il existerait des choses qu'on ne voit pas avec les yeux du corps, mais qui existeraient vraiment, et que si on avait à voyager dans le temps, il me semble que ça serait par là qu'on voyagerait dans le temps. Donc, c'est ça, en gros, les trous de verre. Maintenant, les définir à quel endroit, ça, c'est autre chose. Mais il existe vraiment, selon les théories de probabilité qu'il y a là-dessus. Donc, tant qu'à faire quelque chose avec une machine fascinante, et puis, comme le boomerang, c'est un véhicule, en fait, il porte le nom parce que son constructeur, son propriétaire l'a baptisé comme ça parce qu'il s'élance puis il revient sur les rails. Donc, mais lui, justement, il est un peu désabusé parce que il dit à quoi sert une machine, puis à quoi sert tout ça. Votre personnage, vous parlez. C'est ça. Fait que finalement, lui, il dit, ben, à quoi ça sert tout ça, finalement, si on n'a pas un portail du temps, alors un beau soir, c'est ce qui arrive, c'est ce qu'il découvre. Et puis là, il part, évidemment, dans le temps. Parce que jusqu'à date, il faisait juste comme simuler le voyage dans le temps. Et puis il s'amusait à simuler, puis il le faisait aussi pour des expériences de savants, c'est tout. OK. Est-ce que ça vous a demandé beaucoup de recherches de faire ce livre? Oui, beaucoup de recherches. Beaucoup de recherches. Moi, ça fait, disons, depuis 1996 que je m'intéresse à la chose. Je fais ça, comme on dit, à temps perdu aussi, parce que j'ai un autre travail. Oui, justement, je voulais vous demander quel était votre cheminement pour en avoir arrivé à faire, parce que c'est votre premier livre. Oui, c'est mon premier livre. Et puis, je me suis dit, finalement, au bout du compte, tant qu'à faire quelque chose, autant le faire avec un sujet qui n'est pas facile. Puis effectivement, la fiction, il faut dépasser les grands auteurs, il faut dépasser H.G. Wells, puis que j'admire, parce que c'est vraiment des génies pour moi, tu sais. Comme Jules Verne aussi, qui est ni plus ni moins un peu le père, tu sais, de la science-fiction, parce que il parlait déjà, voyez-vous, d'aller sur la Lune, il parlait beaucoup de choses, voyage au fond des mers. Il était avant-gardiste. Il était très avant-gardiste, mais par contre, aujourd'hui, on découvre que finalement, tu sais, il y avait une bonne partie de vrai dans tout ce qu'il disait. Alors, et puis, finalement, qu'est-ce qui est arrivé aussi dans mon cheminement aussi, c'est mon travail, tout ça. Fait que ça m'a poussé, ça m'a obligé à faire une introspection, puis à découvrir peut-être qu'est-ce que je pouvais faire de mieux. Et puis, un beau soir, j'ai écrit une ébauche d'une page et demie, puis après avoir écouté un film de science-fiction. Parce que moi, quand j'étais jeune, j'avais beaucoup d'imagination. Moi, je suis quelqu'un qui a beaucoup d'imagination, seulement il faut que je la contrôle. Et puis, c'est comme si je l'avais mis dans un garde-robe pendant des années, et puis que finalement, là, la situation m'a obligé à regarder qu'est-ce que je pouvais faire.
Et puis, après avoir écrit cette ébauche-là, ma famille d'abord, mes enfants, parce que j'ai une fille qui est en cinéma en plus. Alors, elle m'a dit, écoute, si j'avais ces idées-là, moi, écoute, je creuserais plus loin que ça. Là, fait qu'à partir de là, oui, j'ai développé. Et puis, j'ai écrit plusieurs ébauches de scénarios d'abord, parce que je fais un peu de scénarisation. Et puis, au début, c'était pas pour le boomerang, parce que j'avais des idées que je pouvais pas intégrer là-dedans. Seulement, en 2005, quand je me suis retrouvé au chômage temporairement, là, j'ai ramassé toutes mes idées, puis j'ai essayé de faire, comme on dit, un condensé. Puis là, finalement, je trouvais que tout était logique, puis que tout était bien assemblé. Fait que là, je l'ai écrit et je l'ai soumis, et c'était le temps. Est-ce que vous dites, quel genre de public que vous diriez que votre livre s'adresse? Écoutez, je dirais, ça peut partir même, je dirais, jusqu'à 9 ans, parce que j'ai deux petits garçons là-dedans à un moment donné. Donc, il y a deux enfants d'à peu près 8, 9, 10 ans. Et l'inventeur a 50 ans. Okay. Donc, je vais vous dire, je touche tous les âges, mais je dirais que ça s'adresse surtout aux jeunes. Aux jeunes, pourquoi? Parce que, puis c'est une façon de découvrir l'histoire. Quand je faisais le tour des écoles secondaires dans ma région de Saint-Hyacinthe, je disais justement aux gens que c'était une histoire pour les décrocheurs. Ah oui. Parce que c'est une façon, l'histoire, c'est toujours fascinant. Oui. Alors, si on peut amener les jeunes à s'intéresser à l'histoire et à la science, quand j'allais sur des sites, des forums en Europe, il y avait un étudiant qui m'avait dit, ce genre d'histoire-là, on dirait que ça nous donne le goût d'apprendre après. C'est vrai, il y a des histoires qui nous ça l'accroche beaucoup. Nous allument. Puis il y a le Moyen-Âge aussi d'intégrer avec ça. Alors, tu sais, ça part des États-Unis, la fin du 19e siècle, et puis la belle période aussi du 11e siècle, à l'époque des Vikings et tout ça. Puis c'est traité aussi de façon, si vous voulez, amusante, aussi drôle, là, mais très instructive du point de vue historique. Donc, ça va, c'est enrichissant en même temps. Vous êtes donc un passionné de géographie, d'histoire. Est-ce que ça date de longtemps, votre passion? Ah, j'ai toujours été, même dans ma jeunesse, j'ai toujours été un passionné de géographie et d'histoire. Je voulais le faire dans le cadre géographique des États-Unis. Mais en fait, je suis le premier auteur québécois un peu à traiter du sujet du voyage dans le temps, puis à l'avoir situé en plus dans un cadre géographique historique des États-Unis. Pourquoi les États-Unis? Eh bien, tout simplement parce que je voulais toucher un plus grand nombre de personnes, parce que j'ai un de mes copains qui est prêt à faire une traduction anglaise. Donc, je l'ai écrit aussi dans une langue internationale, autant pour les Québécois que les Belges, les Français. Donc, c'est un livre qui va toucher beaucoup de monde, et c'est ce que je visais aussi. J'allais sur des forums en Europe, donc j'ai pu m'adapter un peu à leur façon de dire des fois. Fait que, déjà, j'ai des Belges qui l'ont acheté, qui sont émerveillés par le livre. Donc, puis des Québécois qui l'ont acheté, puis sont très émerveillés. Mais je voulais, en même temps, je me disais, puis j'aimais beaucoup la fin du 19e siècle. Parce que mon personnage principal, c'est un admirateur de Thomas Edison. Puis son rêve, c'était de le rencontrer un jour. Donc, c'est une des raisons que j'ai situé mon histoire aux États-Unis. J'aimais aussi le Far West. Donc, il y a des personnages aussi qui sont susceptibles d'intéresser beaucoup de monde. Puis il y a tout le côté de la fin du 19e siècle, tu sais, l'époque des inventeurs. Donc, puis la Californie, la région du Nevada, je ne pouvais pas faire autrement que de faire là pour le Far West. Je ne pouvais pas faire ça en Alberta à cette époque-là, il fallait que je le fasse là. C'est ça qui m'a poussé. Mais ils vont aller plus loin que ça, ils vont aller en Europe, puis ils vont aller se rendre en Écosse au 11e siècle, lors d'une invasion viking pour récupérer un précieux manuscrit. Je vous dis, il y a beaucoup. Il y en a beaucoup. C'est beaucoup. C'est ça. C'est beaucoup de choses là-dedans. Beaucoup de musique même aussi. Ah, vous êtes un admirateur de Jules Verne, vous l'avez dit tout à l'heure. Est-ce que vous êtes inspiré de lui, j'imagine? Oui, moi, c'est ce qui m'a toujours frappé de Jules Verne, justement, c'est ce côté, justement, comme vous disiez tout à l'heure, avant-gardiste, qui apportait toujours des choses. Fait que moi, c'est ce que je voulais apporter, quelque chose qui peut-être se pourrait un jour. Alors, c'est ça qui m'a poussé, puis j'ai lu, évidemment, touché beaucoup par 20 milieux sous les mers. Je le découvre même de plus en plus. Puis cette année, c'est justement le centenaire de Jules Verne. Puis il y a des vestiges même de ses écrits. Puis à Pointe-à-Caillère, je suis allé visiter ça. C'est vraiment quelqu'un de fascinant à découvrir. C'est un autre monde. C'est un autre monde. Puis moi, ça me fascinait beaucoup. Puis je me disais, si j'écris quelque chose dans la fiction, il faudrait que j'arrive à faire
au moins un peu comme lui, essayer d'apporter quelque chose de vrai, quelque chose qui se peut pas encore, mais... Alors, c'est ça qui est... Bon, ben alors, on invite les gens, je vais montrer votre belle jaquette, votre belle page couverture. On invite les gens à se procurer, est-ce qu'on le voit? Je suis pas trop sûre qu'on le voit. Bon, alors, on invite les gens à se procurer le livre, Le Boomerang du temps, c'est pour ceux qui veulent faire justement un beau voyage dans le temps, qui veulent apprendre beaucoup de choses sur l'histoire, la géographie. Ce qui est certain, c'est que votre esprit va voyager dans le temps, ça c'est sûr. D'accord, ben merci beaucoup de votre visite à Jonction Rive-Sud. Ça me fait plaisir, ça m'a fait beaucoup de plaisir d'y ce soir. Très bien. Alors, passez joyeuses fêtes. La même chose pour vous. Merci beaucoup. Alors, dans quelques instants, on revient avec la chronique de Dominique, qui a eu un coup de cœur pour sa chronique. À tout de suite.